Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel éco-geste. Et aujourd'hui, j'ai à mes côtés Rémi Lévesque. Bonjour Rémi, bienvenue. Bonjour Sabrina, merci de m'accueillir. Alors Rémi est le fondateur d'une société qui s'appelle Les Petits Clous. Alors avant de nous parler des Petits Clous, Rémi, je vais te demander de bien vouloir te présenter. Donc Rémi Lévesque, moi j'ai 43 ans. Les Petits Clous, c'est la troisième société que je crée sur les 5 dernières années. Et avant, j'ai un parcours industriel parce que j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans l'automobile, notamment chez les constructeurs automobiles et chez les équipementiers ensuite. Donc j'ai plutôt un parcours de développement de produits, de conception, d'achat, de logistique. Et ensuite, j'ai fait pendant 3 ans du conseil, notamment en organisation et en innovation. Tu as donc fondé Les Petits Clous. Tu peux nous dire déjà ce que fait Les Petits Clous dans un premier temps, et puis après, moi, je vais te demander ce qui t'a motivé pour créer justement cette nouvelle entreprise. Les Petits Clous, en fait, c'est l'objectif des Petits Clous, c'est de rendre capables les gens de réparer, de réemployer, de réutiliser par eux-mêmes. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire que les Petits Clous organisent des ateliers itinérants qui vont de lieu en lieu, un peu partout en Île-de-France pour l'instant et puis bientôt en France, j'espère, pour en fait apprendre aux gens à servir des outils à main. Et pour ça, l'objectif, c'est de fabriquer les objets du quotidien. Ça peut être des jouets, des jeux quand c'est des enfants, et puis des choses plus fonctionnelles quand c'est des adultes. Et ça, quasi exclusivement à partir de matériaux issus du réemploi. Un double intérêt, c'est que déjà, ça leur démontre que finalement, avec tous les matériaux qu'on jette dans les encombrants, ils peuvent faire des choses, et eux, ils en sont capables. Et surtout qu'à travers les ateliers, c'est aussi un moyen de les autoriser à se tromper, puisqu'en fait, vu que c'est des matériaux de réemploi qui ont peu de valeur, ils peuvent se tromper sans que ça ait un impact important. Et pas dans la logique de faut réussir tout de suite, parce que sinon, c'est bon pour être jeté. Comme c'est le réflexe aujourd'hui de notre société. Et alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé à créer? C'était quoi tes motivations de départ? C'est un mix effectivement de plusieurs choses. C'est le fait que moi, j'ai beaucoup de bricolé avec mes parents et mes grands-parents. Aujourd'hui, chaque fois que je vois des encombrants, même hier matin dans ma rue, je vois tout le potentiel qu'il y a sur le trottoir, et surtout que souvent, maintenant, les gens, ils jettent des choses qui sont quand même dans un état proche du neuf. C'est juste qu'ils en ont plus l'usage, ou ils se sont trompés, ou c'est plus au bon goût. Donc, en gros, c'est des choses qui sont quand même réutilisables quasi instantanément, même sans avoir à bricoler dessus. Et en faisant aussi le double constat que, globalement, même s'il y a une tendance de fond, on parle de do it yourself et qui, pour moi, s'adresse qu'à une certaine catégorie de population, et en plus pour faire qu'un nombre réduit d'opérations. C'est souvent de la remise en état de meubles, hein, par exemple. Moi, ce que je trouvais, c'est que j'ai un enfant qui est jeune, et dès qu'on rentre au CP, les activités manuelles, en fait, elles disparaissent, elles se réduisent drastiquement. Elles se réduisent surtout à faire l'opération de collage ou découpage de papier ou de carton, dans le meilleur des cas, et en plus dans une logique de reproduction. Donc tout le monde va faire le même bateau, la même étoile de Noël. Donc voilà, donc je faisais le constat que à la fois on déborde toujours d'encombrants, et je me dis les gens ils en font rien, ils sont toujours dans cette logique de jeter, qu'on n'éduque pas les enfants non plus à être demain des utilisateurs de tout ça, d'être en capacité de s'en servir. Et aussi parce que j'ai eu la chance de voyager à l'étranger, chez ma sœur qui vit notamment en Allemagne, et de voir que dans ces pays-là, les pays nordiques, parce qu'on pourrait aussi citer le Danemark, la Suède, et ainsi de suite, c'est des pays où ce type d'activité est toujours présent dans le système éducatif jusqu'à tard. Et on a le cas notamment au Danemark, où il y a quand même un quart des écoles primaires qui sont ce qu'on appelle des forest schools, donc c'est des écoles qui sont au milieu de la forêt. On peut voir des enfants qui ont 5 ans, qui sont quasiment en train de fabriquer eux-mêmes leur traîneau pour jouer dans la neige. Donc ça, c'est un peu le cas extrême, mais c'est un peu l'idée. Donc voilà, donc chaque fois que moi j'allais à l'étranger, que j'allais voir ma sœur, je me disais mais c'est pas possible, parce que eux c'est dans le quotidien, il y a des espaces pour les enfants pour faire ça, et nous en France, en fait, c'est des activités qui disparaissent à la fois par pression sociale. On a une société française qui aime pas l'échec, donc on est beaucoup dans en plus c'est une société qui axe beaucoup sur l'intellect. Et du coup, toutes les activités manuelles, soit elles sont dénigrées, soit en fait on les supprime parce que attention, mon enfant il va se faire mal et autres. Donc c'est sûr que avec ce type d'approche, les enfants ils font de moins en moins comme les adultes, hein, par eux-mêmes. Parce qu'ils se disent de toute manière, si je fais pas bien du premier coup, ou on va se moquer, ou ça va être catastrophique. Voilà, enfin souvent c'est que de l'appréhension parce que ça n'a pas de réalité réelle. Et donc c'est la combinaison de tous ces facteurs que je me suis dit tiens, j'aimerais bien recréer ça.
en apportant aussi une touche personnelle, parce que bon, moi j'ai vécu le système éducatif classique à travers mes parents, avec ce côté un peu il faut pas faire, ou il faut faire attention, ou t'as pas fait assez bien, qui génère pas mal de frustration. Et du coup, je me disais comment je pouvais recréer des ateliers où les participants ils peuvent se sentir en sécurité, une sécurité à la fois physique, je leur garantis qu'ils vont pas se faire mal, parce que ce que je leur propose, voilà, c'est conçu pour pas qu'ils se fassent mal, enfin, le choix des matériaux, de protection, les règles de sécurité, et à la fois une sécurité émotionnelle, c'est-à-dire que s'ils viennent dans mes ateliers, ils vont pas avoir cette pression sociale de se dire, voilà, si je fais pas bien, les autres vont me regarder de travers, ou il y a quelqu'un qui va me dire me voir, ou qui au bout d'1h30 va dire, allez, il faut se dépêcher parce que l'atelier se termine, quoi. Donc, je voulais éviter de recréer ce mécanisme-là qui génère, en fait, et pour moi, une des racines des problèmes de notre société. Et notamment le fait qu'aujourd'hui, on achète et on jette, parce que c'est la solution de facilité, parce que les gens ne se disent pas, je vais le réparer, parce qu'ils se disent que s'ils vont le réparer, limite, ils vont empirer la chose, ou là, ils vont pas savoir la remonter, ça va être plus catastrophique, et comment ça marche, et comment vous faites, alors que dans l'absolu, c'est simple. Alors, comment ça se passe justement pour tes ateliers? Tu interviens auprès des écoles, auprès des particuliers? Quel matériel il faut avoir quand on fait appel aux petits clous? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, l'avantage de ma solution, c'est qu'à part des tables, j'ai pas besoin de grand-chose. Parce que j'ai conçu une solution, comme je dis, qui est itinérante, qui est mobile, qui se déplace dans les différents lieux. Donc, Donc, tu arrives avec un camion, c'est ça? alors, je n'arrive pas avec un camion. J'ai conçu une solution qui rentre dans un monospace, parce que l'idée, c'était de pouvoir rendre aussi cette activité accessible au plus grand nombre. Et l'idée, c'est de se dire que quelqu'un qui voudrait faire ce type d'activité, il n'a pas besoin d'investir dans un camion. Tout est calculé et pensé pour que ça rentre dans un monospace standard. Et moi, je viens avec les outils et les matériaux. Et donc, comme je le disais, que des matériaux de réemploi qui pourraient être soit via des sources industrielles, c'est-à-dire des déchets d'industriels, soit des chutes d'artisans, parce que eux-mêmes génèrent beaucoup de chutes, ou bien simplement des encombrants, des collectes d'encombrants que j'ai pu réaliser par moi-même. Soit j'amène les matériaux bruts de fonderie, soit ils sont pré-transformés, c'est-à-dire je les retaille, j'enlève certaines parties qui ne me paraissent pas adaptées, et que je mets à disposition des participants pendant les ateliers. Et alors justement, c'est quoi comme type d'atelier que tu proposes? Typiquement, c'est des ateliers alors qui peuvent s'adresser à des particuliers en direct, beaucoup les collectivités, c'est mon premier canal de vente aujourd'hui, hein, surtout la collectivité sous toutes ses formes, hein. Les mairies, les écoles, les médiathèques, les musées, les centres de loisirs, les centres sociaux, il y a vraiment un catalogue assez large. Ça s'adapte donc à la fois en s'adressant aux particuliers en direct, soit aux collectivités, également aux entreprises, parce que j'ai aussi ce canal-là. Et en tranche d'âge, c'est aussi très évolutif parce que je vais de 5 ans à 70 ans, puisque je fais des ateliers seniors, qui ont l'avantage de pas mal travailler la mobilité. Donc, les gens qui, avec l'âge, perdent cette mobilité fine, ou malheureusement, beaucoup de femmes seules qui se retrouvent à devoir entretenir leur logement de la même manière, ne se sentent pas forcément capables de le faire. Donc, c'est un bon moyen de leur montrer les gestes de base et de les faire prendre confiance, leur montrer que finalement, visser, clouer, scier, ils en sont tout à fait capables. Donc voilà sur la typologie de clients. En atelier, sinon, globalement, typiquement, ça dure à peu près 2 heures. Et pendant ces 2 heures, soit on va faire un objet personnel, ça peut être un jeu, ça peut être un objet du quotidien comme une lampe, par exemple. Ou au contraire, ça peut être aussi des projets collectifs. Ça peut être le fait de travailler sur des jardins collaboratifs, faire les équipements, les cabanes. Ça va être le fait de faire des jeux grandeur nature, enfin grande taille pour des centres de loisirs, ou des écoles. Là, on a un projet, par exemple, de faire une espèce de parcours de billes géant, recréer une espèce de mur métallique de 2 mètres par 3, sur lequel les enfants ils peuvent venir créer, mais toujours dans cette logique de réemploi, un parcours de billes avec du carton, du plastique, tout ce qu'ils vont pouvoir. Que des matériaux issus du recyclage. C'est ça. C'est quoi l'atelier qui marche le mieux? L'atelier qui marche le mieux, moi je trouve, ce qui me plaît le plus, c'est de faire fabriquer des robots en bois. Des robots en bois? Ouais, parce que bon, il y a une notion un peu de créer un personnage, mais l'avantage c'est que en un seul objet, on fait travailler énormément de choses, c'est-à-dire qu'on va faire travailler la créativité, parce qu'en fait, il n'y a pas d'exemple type. Chaque participant va faire son propre robot, donc c'est-à-dire qu'on casse déjà la logique de compétition et de comparaison. Donc ça fait travailler la créativité, ça fait utiliser très rapidement beaucoup d'outils, donc ça fait apprendre tout de suite à travers le fait que pour faire le robot, il va falloir percer, il va falloir scier, il va falloir coller, il va falloir poncer. Donc toutes ces notions sont travaillées en une seule fois pour un résultat qui à la fois est toujours hyper original et individuel. Donc voilà, donc c'est-à-dire que les participants, ils sortent toujours, et ça quel que soit l'âge, c'est ça qui est marrant,
parce que je l'ai fait même en team building, ce type d'atelier. Et c'est toujours hyper intéressant de voir comment les gens se comportent, qu'ils se rendent compte que finalement, ils sont très créatifs, alors qu'ils s'imaginaient pas du tout manuels, pas du tout créatifs. Toujours voilà, il y a toujours des choses qui sortent. À travers ça, le fait que ce soit que avec des matériaux de réemploi, quasi immédiatement, tu leur donnes le réflexe. C'est-à-dire que combien j'ai de parents qui, même après un seul atelier, me disent, oh là là, en rigolant, hein, j'en ai marre parce que maintenant, mes enfants, ils ramassent tout ce qui traîne pour faire quelque chose avec. Je dis, bah oui, et comme quoi, il faut pas grand-chose, en fait, pour juste faire prendre conscience de ça. Et puis là, l'idée, c'est aussi d'aller plus loin, d'être aussi plus structuré dans les filières d'approvisionnement en matériaux qui peuvent avoir une deuxième vie. On a bien compris que déjà, vous travaillez avec des matières premières issues du recyclage, mais au-delà de ça, les engagements des petits clous en matière d'économie circulaire, d'engagement social, tu peux nous en parler? Parce que je sais qu'il y en a, ils sont nombreux. Bah, en fait, c'est effectivement à plusieurs niveaux. Alors déjà, le réemploi, il s'imagine à plusieurs niveaux. Déjà, il y a les matériaux qu'on utilise pendant les ateliers qui sont issus du réemploi. L'idée aussi, c'est que les outils qu'on utilise, parce qu'on utilise quasi exclusivement des outils à main, on fait peu des portatifs pour dire pas du tout, ce soit aussi des outils récupérés, parce que typiquement, bah, aujourd'hui, c'est des outils qui sont plus trop utilisés, qui traînent chez les grands-parents, ou au pire, qui vont finir à la benne. Ça, c'est des choses qu'on récupère également. Et quand il y a besoin, c'est-à-dire quand il y a besoin de créer un atelier physique, au sens vraiment l'atelier où vont se dérouler les animations, on peut être amené à créer du mobilier avec des matériaux de réemploi. Donc ça, c'est le cas qu'on a fait notamment pour un bailleur social, où là, on bascule dans le deuxième aspect de notre approche sociale, c'est-à-dire que c'est typiquement des ateliers qui sont intéressants pour des gens qui ont l'impression de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir faire, de ne pas avoir les moyens de faire. Donc ça convient bien aussi à des besoins dans certains quartiers populaires. Et l'idée, c'est de recréer des ateliers dans les quartiers où en fait les gens ils peuvent venir apprendre finalement à entretenir leur logement, notamment. Parce que le problématique des bailleurs sociaux, c'est d'avoir des gens qui entretiennent leur logement, avec souvent des gens qui ont soit pas les outils, soit et en passe pas la volonté ou l'appréhension de le faire. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent venir dans ce type de lieu pour, dans la logique des petits clous, c'est-à-dire venez expérimenter, faites un trou, on va amener du parpaing, amener des plaques de plâtre, ainsi de suite. Vous avez de l'appréhension à percer votre mur pour poser un cadre, un tableau ou une étagère, vous allez venir là, vous allez percer un mur qu'on a récupéré, des parpaings qu'on a récupérés, vous allez percer dedans, vous allez voir ce que ça fait, vous allez voir que vous en êtes capable, vous allez le faire 2-3 fois pour bien voir aussi les risques que ça peut en prendre et que de manière à ce que derrière, vous puissiez emprunter pour aller jusqu'au bout de la logique. Et maintenant que vous savez faire, vous êtes en confiance de dire, si vous voulez, vous pouvez l'emprunter, l'outil, et puis vous allez faire le trou chez vous. Intéressant. Donc ça, c'est les différents volets environnementaux et sociaux qu'on peut adresser, au-delà ou simplement aussi du fait que qu'on s'adresse à des jeunes, c'est comment les rendre autonomes, comment les rendre créatifs, comment les rendre confiants et avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Il y a deux choses, il y a deux volets qu'on traite, l'estime de soi et la confiance en soi. C'est pour ça qu'on a fait aussi des animations avec le Hub de la réussite, donc qui fait partie de l'école de la deuxième chance, avec des jeunes qui sont au début de leur vie d'adulte, qui ont entre 18 et 25 ans, mais qui sont déscolarisés, de manière à... donc, il y a tout un parcours qui a été imaginé par le Hub de la réussite pour les amener à être des techniciens de premier niveau pour faire de la maintenance dans les bâtiments, par exemple. Et puis, en plus, derrière, pouvoir les amener vers des formations diplômantes si besoin. Et l'idée, à travers les petits coups, c'était de les remettre un peu dans le concret, dans les mains, dans le cambouis, entre guillemets, mais sans qu'il y ait d'enjeu pour eux. Vu qu'ils étaient déscolarisés, bon, l'école, c'est pas leur truc, on n'avait pas les remettre dans une salle de classe tout de suite, pour dire, voilà, allez, pendant 3 mois, on va vous apprendre à tenir une scie, à faire un câblage électrique. L'idée, c'était déjà au moins de la remettre, voilà, vous allez venir pendant une semaine avec les petits clous, et puis vous allez scier, vous allez faire des trucs de travers, mais au moins, vous allez vous remettre dedans, vous allez voir ce que ça fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous y arrivez. Et après, vous passerez dans la deuxième phase de la formation, qui va être plus structurée pour dire, OK, concrètement, comment on pose un mur, comment on pose un tableau électrique, comment on tire des câbles, ainsi de suite. Ouais, un peu lever les appréhensions, en fait, pour leur donner envie peut-être de poursuivre pour certains. Toujours à travailler sur pourquoi les gens le font pas. Et les gens le font pas parce qu'en fait, ils ont peur, ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Alors que c'est pas compliqué. C'est ça le message, en fait. C'est que c'est simple et que vous en êtes capable. C'est simple, on en est capable. Encore faut-il déjà vous avoir croisé. Alors, où on vous trouve, Rémi? Où trouve-t-on les petits clous? Alors, pour avoir des infos sur les petits clous, c'est assez simple parce qu'on a un site internet
qui aujourd'hui est assez bien fait et recense déjà tous les types d'offres qu'on peut proposer en fonction des différents clients. Il y a une carte aussi qui indique les villes auxquelles on est présent. Maintenant, comme j'ai dit, on travaille quand même beaucoup avec les collectivités, donc on a assez peu d'offres en direct. C'est pour ça qu'on indique un peu les villes dans lesquelles présent et les lieux dans lesquels on opère pour que plus renvoyer vers les villes, c'est-à-dire quand vous êtes un habitant de Châteauroux, de Saint-Germain-en-Laye, même de villes de 92, parce qu'on est présent de 93, 92, 78 et maintenant le 75 parce qu'on travaille, on a été retenu pour un marché de la ville de Paris pour les écoles en quartier prioritaire de la ville. Mais voilà, c'est-à-dire que pour l'instant, on a relativement peu d'offres en direct. On va chercher à l'étoffer prochainement, mais voilà, on travaille beaucoup avec les collectivités et les entreprises au sens où ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des entreprises qui cherchent à aussi un peu éveiller leurs collaborateurs à qu'est-ce que le réemploi et comment, et est-ce que eux-mêmes pourraient pas le faire. Et alors, pour les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément en région parisienne. Alors, il y a quelques tutos qui existent sur le site internet, juste les tutos les plus simples pour faire du mono-apprentissage et aussi se rendre compte un peu de l'approche pédagogique. On n'a pas encore une offre assez étoffée d'un point de vue tutoriel. Elle devrait venir prochainement parce qu'on met en place une offre d'atelier à distance, donc qui va permettre de générer du contenu, qui permettra justement d'avoir ce type de format de manière un peu plus étoffée. Très bien. Et alors, donc, le site internet des Petits Clous, est-ce que vous êtes aussi présent sur d'autres canaux, Rémi? Les réseaux sociaux? Oui, on est présent sur les réseaux sociaux. On a une page Instagram qui s'appelle Contact les Petits Clous, tout attaché et avec un E entre le P et le T de petit. Et on a une page Facebook également, les Petits Clous. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rémi, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée. Nous vous souhaitons, Rémi et moi, une excellente fin de journée. Rémi, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous. Merci à Sabrina pour cette invitation. C'était un super échange. Et surtout, n'hésitez pas à apprendre par vous-même. Comme je dis souvent, c'est apprendre en fabriquant, c'est facile. Voilà, nous vous souhaitons une excellente fin de journée et nous vous retrouvons dès demain pour un nouvel éco-geste.